Nous avons des situations et des sociétés conflictuelles. Les élections en Afrique nous posent problème. Mais avons-nous trouvé des institutions adaptées à ces réalités? Il faudrait que l'on s'asseye, que l'on définisse et identifie d'abord donc ces différentes situations et problèmes. Ces observations qui relèvent du présent de l'Afrique posent la problématique de l'institutionnalisation des valeurs africaines. Oui. L'Afrique a des valeurs lesquelles ont émerveillé le monde. La solidarité, la tolérance, l'acceptation de l'autre, le règlement à l'amiable de différents en sont quelques-unes. Face donc au déchirement du continent, berceau des civilisations, certains de ces fils sont aujourd'hui nostalgiques de ce passé glorieux qu'ils souhaitent d'ailleurs porter au niveau institutionnel. Afrique est-il encore possible d'introduire les valeurs dans les institutions? C'est la suite donc de cette émission. Et pour en parler, les mêmes invités sont sur ce plateau. Je vais parler de Dr Raymond Kovi-Yasoba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Retenue. Alors, je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, expert également en spiritualité. Vous êtes docteur d'État en sociologie du développement et maître de conférences des universités du Cap-Vert. Merci encore une fois pour votre présence. Tout le plaisir est pour moi et je salue les téléspectatrices et téléspectateurs de SICA TV. En face de vous, c'est docteur Luc Koumoulou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes enseignant-chercheur des universités, militant actif pour la restauration de l'excellence, de l'éthique et des valeurs citoyennes. Merci également pour votre retour sur ce plateau pour poursuivre donc ce thème. C'est moi. Alors, docteur Raymond Asogba, je m'avais donc commencé cette deuxième partie de cette émission avec vous. Quand on parle de l'Afrique, nous avons évoqué dans un premier numéro un certain nombre de caractéristiques, notamment le respect donc de soi, de l'autre, de l'acceptation de l'autre, le règlement à l'amiable des situations. Mais quand on jette aujourd'hui un regard rétrospectif sur ce qui caractérise la vie politique africaine, est-ce que vous avez comme l'impression qu'effectivement ces valeurs de tolérance, d'acceptation, de règlement à l'amiable nous caractérisent toujours? Je pense que en ce qui concerne les sociétés africaines, comme je vous l'ai dit, nous vivons des vies superposées, c'est-à-dire que nous avons des valeurs d'emprunt et puis nous avons nos propres valeurs. Et on ne dirait pas que c'est un micmac, mais dans les familles, certaines valeurs sont transmises aux enfants. Dans les écoles, les valeurs d'emprunt de l'école sont transmises aux élèves. Et nous avons le triangle de la rue, de l'école et de la famille. Donc, nous, en tant que jeunesse, nous, en tant que citoyens, nous utilisons toutes les valeurs qui sont à notre disposition pour nous en sortir, pour nous débrouiller, pour affermir la formation. Donc le respect, par exemple, le respect de l'aîné est une caractéristique de la société africaine. Et cela n'est pas perdu. Je ne pense pas. Vous pensez que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité. La seule différence, c'est le respect du bien public qui fait la différence. Sinon, tout cela nous caractérise et nous évoluons en fait avec un masque. Lorsqu'on rentre dans les familles, nous enlevons le masque. Mais lorsqu'on sort dans la rue, qu'on va dans l'administration, que nous exerçons nos métiers, nous mettons un autre masque. Donc il y a la problématique maintenant de la symbiose, de faire, disons, une synthèse de tout ce que nous avons, mais surtout avec le défi de réinventer les institutions, d'où l'importance de ce thème. Alors, Dr Koumoulou, la dernière fois, vous avez beaucoup plus mis l'accent sur le comportement de l'homme. Alors, est-ce que vous pensez qu'effectivement, cette valeur qui était le respect, par exemple, de l'aîné, continue par être d'actualité en Afrique aujourd'hui? Tout à fait. L'Africain, étant donné qu'il existe, il y a eu un terme qu'on a appelé la négritude. L'Africain existe, c'est que l'Africain doit avoir aussi des valeurs. L'Africain a une culture. Mais vous avez posé la question précisément par rapport donc, à la politique. Et par rapport à la politique, moi je dirais que les valeurs africaines ne sont pas retrouvées en politique. Quand vous prenez les valeurs africaines, c'est celui qui est le plus âgé comprend
d'habitude comme chef. Mais en politique, ce n'est pas ça. Si vous avez les moyens, vous arrivez à convaincre les gens, vous serez élu, vous serez le chef. Mais en Afrique, ce que moi je sais de l'Africain, nos valeurs, c'est celui qui est le plus âgé qui prend le devant. Si il y a un problème avec le chef, l'Africain avait une habitude, c'est de voir la maman du chef. Dans nos sociétés africaines, la maman du chef avait le dernier mot. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on connaît les mamans de nos chefs? On a la Constitution qui est le dernier mot. Mais dans les sociétés africaines, lorsque vous avez un différend avec le chef, c'est quand vous voyez sa maman, si elle est encore vivante, comprenez que vous allez donc avoir gain de cause. Aujourd'hui, dans la rue, nous avons la police. Les gens font semblant d'avoir peur de la police. Mais en réalité, l'Africain a plus peur de ses fétiches que de la police. Mettez un fétiche quelque part et dites interdit de jeter des ordures. Vous allez constater que les gens auront plus peur de ce fétiche que le policier qui est au feu tricolore, et même il sera là, les gens vont brûler le feu. L'Africain a une mentalité. Et si on prend la politique, les mentalités africaines ne sont pas revenues dans la politique. Quand on prend le fils du terroir, on dit il faut faire la campagne et les gens vont auprès des populations pour faire la campagne. Vous pouvez n'importe qui dépenser n'importe quoi auprès d'une population donnée. Si vous n'êtes pas fils du terroir, les gens ne vont pas vous prendre. Ça, c'est la mentalité africaine. Ce sont les liens parentaux qui définissent l'Africain. Et donc, il y a plein de choses qui, quand vous prenez l'Africain, on n'avait pas de prison. J'ai lu quelque part que les sociétés africaines n'avaient pas de prison. Mais aujourd'hui, on a la prison. Ça, ce sont donc nos réalités d'aujourd'hui. Mais l'Africain a plus peur du reniement de la famille que de la prison. Vous ne participez pas aux réunions familiales, vous avez peur que la famille vous rejette. L'Africain a plus peur de ça que de ce qu'on le mette en prison. Donc, sur le plan politique, nous avons encore des valeurs, mais sur le plan politique, il y a certaines choses qui ne caractérisent plus l'Africain. L'Africain aujourd'hui. Alors, docteur Remois Sogba, qu'est-ce qui peut expliquer cela? La peur beaucoup plus des fétiches que du gendarme. Oui, nous on ne dit plus fétiche, nous on dit vaudou. Parce que le mot fétiche avait été utilisé pour dévaloriser nos valeurs. Donc nous on parle des vaudous et je pense que le Béninois n'a pas peur du vaudou. Parce que le Béninois naît dans une famille, de par le nom de famille même déjà, nous avons un ancrage dans le Fa. Et ayant un ancrage dans le Fa, les vaudous sont pour nous notre quotidien. Et donc ce qui veut dire que en fait, nous connaissons, nous apprenons les lois. À vivre avec les lois. Alors, est-ce que ce que Dr Koumoulou exprime, est-ce que vous l'appelez peur ou respect? Oui, justement, disons qu'il n'y a pas de peur. Il y a un rapport à nos valeurs en tenant compte d'une situation d'évitement. Il faut parler de l'idéologie d'évitement. C'est-à-dire qu'on a appris aux Béninois, à l'Africain, à prendre la précaution de se comporter de manière à ne pas tacher le nom de la famille, de la collectivité. C'est ça l'évitement. Et cela est inculqué déjà depuis l'enfance. Et la jeune femme qui se marie sait qu'elle ne doit pas entacher le nom de sa famille, de l'opprobre. Et en fonction de ça, elle doit respecter sa belle famille et son mari. Et le jeune homme sait aussi qu'il ne doit pas voler ces petites choses. Il ne doit pas être celui par qui le malheur arrive dans la famille. C'est, en sociologie, j'ai appelé ça la philosophie, l'idéologie de l'évitement. C'est une valeur qu'on nous inculque. Et donc, par rapport à ça, nous avons une lecture des codes du vaudou. Lorsque on met un tissu blanc sur un arbre, on sait que ça, c'est un arbre sacré. Lorsque vous retrouvez certains symboles, vous savez déjà ce qui est là et vous avez des comportements de prévenance, de respect et vous menez vos activités. C'est cela et je pense que
C'est ce avec quoi nous devons renouer aujourd'hui, parce que c'est aussi facile pour les gens de brûler un feu rouge aujourd'hui. C'est aussi facile pour les gens de voler, de tricher. Alors que lorsque les codes du vaudou sont mis quelque part, on le décode et on se conforme aux lois des ancêtres. Alors, décoder le code et se conformer à ces lois, comment vous le définissez? Est-ce que c'est vraiment la philosophie de l'évitement ou de la peur ou du respect? Non, il n'y a pas de peur. Disons que c'est la philosophie de l'évitement. Maintenant, la peur, en fait, il faut la situer du point de vue, et c'est une hypothèse des religieux, de ceux qui, en fait, n'ont plus d'attache avec leur culture de base, qui vont souvent à l'église, d'accord, qui vont souvent à la mosquée. Et alors ceux-là, vous savez que le catéchisme, nous sommes passés par là. Le catéchisme nous apprend à considérer nos valeurs familiales comme sataniques. Ça, c'est un vieux débat. Mais disons qu'au plan psychologique, au plan de la psychanalyse, vous diagnostiquez des Béninois qui diabolisent, d'accord, leurs valeurs culturelles et qui préfèrent se ranger du côté des symboles de l'Église. Mais vous pensez que c'est propre seulement aux Béninois? Oui, c'est surtout propre aux Béninois et à tous ceux... Je parle des Béninois parce que nous sommes au Bénin. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent librement. Ils vont à l'église. Vous prenez les Adjoukrou, par exemple. Les Adjoukrou qui sont méthodistes, d'accord? Vous prenez les Adjoukrou, ils vivent les valeurs de l'église dans leur culturalité Adjoukrou. De telle manière que les classes d'âge sont utilisées au sein de l'église pour évoluer dans le respect et dans l'accomplissement des rites. En Côte d'Ivoire, les baoulés, vous voyez les baoulés, ils vont à l'église, mais lorsqu'il faut danser le goli, qui est le masque baoulé, mais allègrement ils le font. Vous allez chez les Agnis, allègrement ils vont à l'église, même le jour de la célébration des rituels de l'Ignam, ils vont à l'église et puis après, on célèbre la fête des Ignames, vous voyez un peu. Alors... Donc, beaucoup plus en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Et au Bénin, c'est surtout la terreur que sérine le catéchisme au niveau de certains. Et j'ai eu une cousine, je vais te raconter cette expérience. J'ai eu une nièce qui était instable dans sa vie sociale et dans sa vie de famille. Bon, à un moment déterminé, sa famille a détecté par le fait qu'il y a un mal grave. On l'a vu et finalement, on lui a fait le fait et difficilement elle a accepté, mais quand elle a accepté, elle était plus apaisée. Et c'est elle qui va me permettre de découvrir que, en fait, au moment du baptême, on leur dit, est-ce que vous allez encore manger de la nourriture et d'un rituel? Ils disent non. Est-ce que vous allez vous agenouiller encore devant les idoles? Vous voyez pas les noms qu'on donne. Elle a dit non. Et cela a créé ce traumatisme en elle. Mais finalement, elle-même, c'est elle qui m'a permis de faire cette dissociation et découvrir en fait que au Bénin, il faut que d'une certaine manière, l'Église accepte le dialogue interculturel et revoit un peu au niveau du catéchisme certains rites de baptême. Je crois quand même que le pape l'a signifié à Cotonou en 2010 déjà, quand il demande dans son synode aux clauses éclairées de l'Église d'aller donc au niveau de la religion pour puiser ce qui est d'essentiel afin de l'enseigner à la catéchèse et extirper les mauvais grains. Alors, Dr Koumoulou, vous êtes aussi, au-delà de l'enseignant, vous êtes aussi quelqu'un qui croit en l'existence de Dieu à travers donc votre adoration. Est-ce que vous pensez que l'Église aujourd'hui a participé, comme l'a dit Dr Raymond Asogba, à éteindre davantage de valeurs chez les Africains, surtout les Béninois par exemple? En fait, le problème de l'Africain par rapport aux valeurs culturelles, sinon le cultuel, c'est la peur. Le docteur ne veut pas reconnaître que c'est la peur, mais c'est la peur. La peur de quoi? La peur de l'inconnu. Parce que dès que vous décodez quelque chose, vous savez, l'Église, tout est casse-suitable.
il n'y a pas quelque chose de caché. Et dès qu'il y a quelque chose de caché, les gens en ont peur. De la même manière, au niveau de nos cultes endogènes, c'est l'inconnu. La dernière fois, quelqu'un m'a décodé un culte que je ne veux pas nommer. Moi-même, quand j'allais au village, il y a un culte que je ne veux pas nommer non plus. Et quand on s'était enfermé dans les chambres, un jour, ma tante m'a dit, il faut sortir. Tu es un garçon. Et donc, on était sortis. Quand on entendait le truc, on se recroquevillait et on avait tellement peur. Mais quand on est sorti, elle nous a poussés au dehors. Par exemple, Nango dit que c'est notre chose. Je suis allé au dehors, j'ai vu. Bon, je ne vais pas donner les détails, mais c'est pour vous dire que quand j'ai décodé, quand on m'a montré tout, bon, ça ne me disait plus rien. La dernière fois, quelqu'un m'a décodé entièrement un culte. Parce que moi, je disais que, la manière dont ça se passe, vraiment, c'est le gris-gris. Il doit y avoir des choses, la magie, que les choses... Il a décodé tout. De manière à ce qu'il m'a montré que non, c'est de la gymnastique, c'est de la technicité. Et j'ai dit, ah bon? Il a dit non, il n'y a rien de compliqué là. Donc, le problème de l'Africain, c'est que l'Africain cache quelque chose simplement pour maintenir le mythe. Eh bien, vous pensez que c'est mauvais? Pour maintenir l'inconnu là. Et c'est ça qui fait la valeur en fait de ce que nous avons. Sinon, il y a peut-être un peu de magie dedans, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de gymnastique, beaucoup de techniques et autres. Maintenant, quant à ce qui concerne l'Église, l'Église n'a pas empêché l'Africain d'être toujours l'Africain. On dit quelque part, un chrétien africain, un Africain qui devient chrétien n'est pas un Africain qui est parti. Il est toujours un Africain. C'est de ça que le docteur parlait en disant que on a vu donc un christianisme africanisé. On a pris ce que le blanc nous a apporté et on l'a transformé de manière, on a intégré nos manières de faire. Quand vous allez à l'église catholique aujourd'hui, vous allez voir les chants, le rythme. Ce n'est pas le blanc qui nous a amené ça. Mais on met les paroles de l'évangile à l'intérieur de nos valeurs, de notre tradition orale. Et ça donne quelque chose de plus beau. Donc l'église n'a pas empêché quelqu'un d'être toujours au niveau donc de ses valeurs culturelles. Et la dernière fois, j'ai dit que ce qui est commun aux religions, ce sont les normes, ce sont les valeurs morales. L'animisme ne dit pas à quelqu'un d'aller voler. L'islam n'a pas dit à quelqu'un d'aller voler, ni non plus le christianisme. Il y a des choses qui nous permettent de nous rejoindre. C'est les valeurs morales. Et ça, on les retrouve partout. Donc, si quelqu'un dit que l'Église, c'est à cause de l'Église que le christianisme, que les gens ont perdu ces valeurs, non. Le christianisme a permis de faire sortir de l'inconnu quelque chose et nous a montré que voilà un peu ces valeurs morales peuvent se cultiver dans cette telle voie. Et rien n'est caché. Mais l'Africain, voulant toujours cacher des choses, les gens l'ont fui. Pour dire, comme je ne sais pas ce qui est là, on en a peur et personne ne veut s'approcher. Si l'Africain met aussi sur la table, voilà ce que nous faisons. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la gymnastique, c'est de la technique. Là, dès ce moment, tout le monde va adhérer. L'Africain ne veut pas dire ce qu'il fait. Quelqu'un prend les plantes et il sait très bien que ce sont les plantes, mais il va commencer par dire des choses autour, de manière à mystifier la chose. Mais s'il y a du mysticisme, gardez ça. Mais s'il y a d'autres choses qui est de la technicité, qu'on peut rendre dans le domaine, qu'on peut mettre dans le domaine de la science, il faut simplement le clarifier. Donc c'est l'Africain même qui empêche la découverte de ces valeurs. Docteur Raymond Assogba, l'Église a tout exposé au mépris, en tout cas, contrairement aux valeurs africaines qui sont toujours entourées de codes. Le débat ne va pas se focaliser beaucoup plus sur l'aspect religieux. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure les valeurs qui sont les caractéristiques de l'Afrique par le passé pourront donc revenir au niveau institutionnel. Et nous avons évoqué dans l'introduction, par exemple, les conflits auxquels le continent aujourd'hui est confronté. Les guerres qui naissent au lendemain des élections, les cas de la Guinée sont là, la Côte d'Ivoire, où on continue donc de compter des morts. Est-ce que vous pensez que c'est toujours avec les armes qu'on avait réglé par le passé les conflits? Non, disons que, en fait,
pour régler les conflits dans le temps n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Au temps de la gouvernance des États du Dahomey, de Sakété, de Pobert, de Niki et autres, les conflits n'étaient pas les mêmes. Et les guerres qu'il y avait eu, c'était souvent des guerres d'extension, d'accord? Et pour agrandir les relations entre les populations. Aujourd'hui, les conflits que nous avons sont des conflits et par personne interposée pour le contrôle des richesses nationales. Et donc, nous avons des conflits qui sont instrumentalisés, d'accord? Des conflits instrumentalisés, des conflits pour le contrôle des zones de matières premières, de ressources du sous-sol. Voilà. Donc, ce qui fait que l'Occident arme ceux qui se retrouvent dans ces conflits. Mais il faut dire aussi que nous répartissons, vous voyez un peu, vous prenez les partis politiques. Les partis politiques s'organisent comme les partis sont organisés en France. D'accord? On dit droite-gauche. Vous prenez dans le temps aux indépendances Magaye Akwiti, Zissou qui est communiste et ils se répartissent. Et donc en fait finalement c'est des conflits par personne interposée. Et donc je pense que aujourd'hui nous sommes menacés par ce que moi j'ai appelé les institutions et des raisons, mais même aussi le fait de vouloir s'organiser en termes de partis. Vous voyez, parce que l'Africain... Quand vous partagez les mêmes idéologies, vous devez quand même vous mettre ensemble, non? Ça fait partie des dynamiques de groupe, quand même. Mais surtout parce que, en fait, vous voyez, la dénomination des partis, même, n'est pas prise à partir de nos valeurs. Comment ça? Nous, vous prenez les partis qui s'organisent, vous allez découvrir que certains se disent démocrates. Vous voyez, alors que la démocratie, c'est une variable des sociétés occidentales. Il y en a qui se disent socialistes, alors que le socialisme, c'est une variable des sociétés occidentales de l'Est. Et donc, nous transposons dans notre vécu, vous voyez, des lunettes qui ne reflètent pas nos propres rapports sociaux. Et donc, cela étant, nous craignons, par exemple, vous avez vu au temps de la Révolution, la lutte des classes. Vous voyez, il n'existe pas de classe en Afrique. Non, il n'existe pas de classe. Mais on a voulu faire la lutte des classes. Et on a utilisé le pouvoir politique pour brimer et comprimer la liberté d'expression, d'association et autres. Vous voyez, avec le renouveau démocratique. Regardez les partis politiques, ce que Mbeki a créé, etc. Ces partis n'ont aucun ancrage dans le système économique, dans le mode de production béninois. Donc, vous allez découvrir en fait que nous sommes factices. Nous vivons nous vivons les contradictions de l'Occident qu'on transpose dans nos sociétés, alors que nous-mêmes, nous avons nos rapports sociaux qui sont des rapports différents des contradictions que vivent les Occidentaux. Donc cela entraîne en fait ce fait par lequel je vais finir. C'est la course pour l'accaparement du pouvoir afin d'amasser pour un groupuscule la richesse nationale, en fait, qui est la base des conflits. Et on peut économiser tout ça. On peut économiser tout ça, régler ces conflits, Dr Koumourou. Est-ce que ça passe forcément par les armes? Parce qu'on sait quand même que lorsque vous prenez le continent, même les pays aujourd'hui balkanisés, il y a toujours ces frontières, mais c'est quand même des ethnies. Les Hutus, les Tutsis, les Fon, les Adja, les Mina et autres. Quand même, est-ce que par le passé, c'est toujours par les armes qu'on règle ces conflits-là? Vous savez, au niveau donc, de l'Afrique, ce n'est pas les Blancs qui nous ont amené les guerres. L'Africain, il y avait des tribus qui combattaient d'autres tribus pour élargir leurs espaces. Oui. Donc c'était comme ça. Seulement, après une bataille, lorsqu'une tribu arrivait à vaincre l'autre tribu, on sait comment ça se passait.
C'est-à-dire, on vous soumet peut-être à payer un tribut, à payer des impôts, mais il n'y avait pas de massacre. Il n'y avait pas... C'était pas la loi du vainqueur. C'était pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est-à-dire, on te vainc et on t'empêche aussi de revendiquer, de survivre. Ce que nous sommes en train de vivre avec les conflits sur le continent, je dirais, je vais rejoindre un peu ce que le docteur a dit, l'Africain n'était pas préparé à ça. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je réfléchis un peu. Si les Blancs arrivent à gérer ces situations, regardez comment se passent les élections en Occident. Si ce n'est pas dernièrement aux États-Unis et qu'on a eu un cas atypique, d'habitude, dès que l'autre voit déjà que son rival est en train de remporter, avant même que la Constitution ne proclame les résultats, l'autre même appelle pour dire félicitations. Mais c'est ce que les Blancs, ils ont l'habitude de faire. Et l'homme est l'homme. Pourquoi l'homme blanc, dans les autres pays, a cette culture de l'égalité, a cette culture du respect de l'autre? On n'entend pas comme ça les détournements de biens publics. On ne voit pas les gens se mettre dans la rue, s'entretuer à cause d'un homme politique. Mais pourquoi l'homme est l'homme et le blanc, lui, n'a pas cette culture? Ça veut dire que si nous, on est déjà colonisés et que les gens veulent coûte que coûte nous imposer leur idéologie, leur système de gouvernance, et que jusqu'à présent, on n'a pas encore adhéré. On n'a pas retourné. On n'est pas retourné à nos racines pour amener notre manière de gouverner. On a su ce qu'on nous a emprunté, mais on n'a pas intégré. On n'a pas accepté. On ne s'est pas approprié ce système. Mais on n'a pas non plus abandonné le système. Regardez un système de gouvernance qui dit « je ne veux pas d'opposition ». Mais tu as accepté le système de gouvernance du blanc. L'Africain n'aimait pas l'opposition. Il y a un chef d'État qui disait que l'Africain ne connaît pas l'opposition, qu'un chef ne peut pas régner avec l'opposition. Je suis d'accord. Mais si tu as accepté le système de démocratie par les unes, alors il faut accepter entièrement tout. Donc l'Africain, il a pris un peu chez le blanc et il ne veut pas prendre tout et il veut continuer avec pour lui. C'est ça qui est un peu difficile. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à nous approprier ce système de démocratie qui permet aux Blancs, qui nous a donné cela, de gérer cela facilement. Il n'y a pas autant de conflits pendant les élections. Pourquoi nous avons pris ce système et ça se solde toujours par les guerres, par les conflits? Si ça ne nous plaît pas, si on ne peut pas le gérer, on n'a qu'à entièrement l'abandonner et retourner aux racines. Et c'est là l'opérationnalisation de cet abandon qui est difficile. Alors, Dr Ramon Assoba, cela vous interpelle aussi les principes de démocratie tels qu'aujourd'hui vantés à l'international. Est-ce que c'est ça qui convient à l'Africain comme valeur? Déjà, je suis d'accord avec lui qu'il faut opérationnaliser nos valeurs. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'après 60 ans, froidement, nous pouvons constater que la démocratie qu'on a adoptée en 1990, c'était en fait pour une transition vers nos propres valeurs. Simplement que dans nos sociétés, il n'y a pas la capitalisation de l'expérience. Il n'y a pas la capitalisation de l'expérience. Disons que le politique n'utilise pas les intellectuels pour penser l'expérience. Et donc, dans cette situation-là, vous avez, de 90 à aujourd'hui, il y a eu une régression. Il y a eu une régression au plan intellectuel. D'accord? Parce que vous êtes passé de Soglo au régime de Kérékou, qui avait eu l'expérience... Vous parlez de l'exemple du Bénin. Oui, de l'exemple du Bénin, vous voyez un peu. Et puis, Yahi Boni est venu, qui était un docteur. Les jeunes ont cru en lui, mais sa manière de gérer avec tous les scandales au niveau de la corruption, tout cela a fait que les jeunes se sont un peu... les jeunes ont été déçus, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est un clair obscur, mais qui tend, vous voyez, à repartir au parti unique.
c'est une problématique. Parce que c'est un clair-obscur. On se dit où on va. Vous voyez. Mais ce qui est là, et comme je vous l'ai dit, le système dont nous avons hérité, qui est le système des Occidentaux, et c'est ce qu'il faut constater, hein, parce que... Mais comme le docteur Koumoulou le disait tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin, parce que vous êtes en compétition politique par exemple, et que ton adversaire gagne les élections, est-ce qu'on a besoin de contester cela au point d'en arriver aux armes? Ah oui, mais vous savez, il faut comprendre comment est-ce qu'on va aux armes. C'est l'État, en fait, qui est l'instrument d'exercice du pouvoir. Et celui qui maîtrise l'État, il a les instruments de répression. Et donc, s'il garde ce monopole, il a à soi sa dictature, la paix des cimetières. Et est-ce qu'on doit y aller? Mais il faut y aller parce que, en fait, comme je vous ai dit, les élections, la politique ne sont pas faites pour développer le peuple, pour satisfaire les besoins du peuple, pour développer le pays. Mais les élections et la politique sont faites pour garder intactes, vous voyez, et les positions, l'accumulation des richesses de ceux qui sont au pouvoir. Et ça, ça se passe en Afrique comme ça? Oui, c'est ce qui se passe en Afrique. Quand vous prenez depuis le Mali, regardez par exemple le Mali, comment c'est arrivé. Le Mali était là, il y avait une démocratie avec Toumani Touré et son prédécesseur qui lui a passé le pouvoir. Mais ACMIL, qui a été créé par les Français en Mauritanie, a attaqué et puis les Touaregs sont venus. Vous arrivez au Burkina Faso, vous allez découvrir que l'accaparement du pouvoir par Blaise Compaoré, ça a conduit à quoi? Est-ce que ça a développé le pays? Est-ce que ça a fait le bonheur des jeunes? Non, parce que c'est les jeunes qui sont allés à l'assaut du pouvoir. Vous arrivez en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est d'abord... ça a été d'abord un problème d'identité. Ça a été d'abord un problème d'identité, de l'ivoirité. Il y a eu la rébellion, ils se sont entendus, ils se sont partagés le pouvoir, mais aujourd'hui, le troisième mandat est devenu la cause encore du désordre. Donc, dans tout cela, l'Africain, ce qu'il faut indexer, c'est la propension à penser, à reprendre toutes ces expériences et à dégager des lignes de force et décider de constater, c'est ce que moi je dis. Aujourd'hui, il y a deux réalités qui se superposent. Oui. Il y a les institutions d'emprunt qui sont chrysogènes, que nous ne maîtrisons pas. Et vous allez découvrir que, quel que soit ce qui se fait, les chefs d'État, ils ont des conseillers occidentaux qui, eux, ils connaissent les constitutions. Même les constitutions sont préfabriquées et imposées. Et maintenant, il y a le retour du refoulé, c'est-à-dire toutes nos institutions. D'accord? Quand vous prenez au Bénin le retour du vaudou, le retour du phare, ce sont des institutions qui sont là, qui satisfont les populations lorsqu'elles sont déçues par la non-distribution de la croissance économique. Alors, vous avez revenu la population se retrouve bien là. Alors, vous avez revenu sur cet aspect-là pour les développer tout à l'heure. Docteur Koumoulou, vous parlez donc de l'opérationnalisation donc de ces valeurs, en tout cas empruntées de l'extérieur, même si nous pensons qu'elles ne sont pas adaptées à nos réalités aujourd'hui. À partir du moment où elles s'imposent, comment les opérationnaliser? Alors, vous parlez donc de l'Occident ou la démocratie occidentale qui ne nous oblige pas à voler, à détourner le bien public. Alors, de votre position d'enseignant, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour pouvoir faire intégrer cette donnée-là à nos réalités culturelles? Monsieur le journaliste, le problème, c'est l'inadéquation entre le système démocratique hérité de l'Occident et les valeurs qui accompagnent ce système. Je ne dirais pas que notre culture est au-dessus de celle des autres. C'est notre culture. Et à la charte de la valorisation de nos cultures en 2006, on a reconnu ce que l'Africain possède. Nous avons notre culture. Elle n'est pas supérieure aux autres, c'est notre culture. Mais il y a une inadéquation
entre les valeurs que véhicule notre culture et les valeurs qu'on doit retrouver dans le système démocratique. Vous savez, le blanc, quand il a déjà s'est approprié ses valeurs, il connaît le respect qu'on doit avoir pour l'autre, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de ceux-ci, comment il faut respecter le bien public. Donc le système ne peut pas fonctionner, le système n'est pas mauvais. Et l'Africain n'est pas étranger à ce système. Labra par labra en Afrique, c'était un système démocratique. Et il y avait les valeurs où l'amour du prochain. On ne tue pas pour rien. On ne se lève pas pour commencer par faire grève. Il y avait des valeurs, le respect de l'aîné. Mais il y a aujourd'hui une inadéquation entre ce système-là, qui n'est pas étranger à l'Afrique, et les valeurs qui n'ont pas suivi. D'où la nécessité de l'éducation à la base. Donc, on a appris maintenant la mondialisation qui nous emmène d'autres formes de valeurs, les réseaux sociaux et autres là. La fois passée, on en a parlé. Mais on est dans un système qui nécessite forcément les valeurs africaines qui n'accompagnent plus le système. Donc, il faut revoir l'éducation de l'Africain. L'école seule ne peut plus éduquer l'Africain. Soit on fait le recensement, comme on a dit la dernière fois, de toutes nos valeurs. On essaie d'enlever, parce que quand on dit valeur, ça, la connotation veut dire simplement ce qui est bon. Mais l'Africain n'a pas que de bonnes choses dans sa culture, et aucune culture d'ailleurs. Mais il faut enlever ce qui est bon de ce qui est mauvais, et retourner à la base, depuis la maternelle, commencer par éduquer nos enfants sur le respect du bien public. Ça doit être introduit dans même les leçons qu'on apprend à l'école. Comment on fait ceci, comment on fait cela. De manière à ce que l'enfant déjà à la maternelle, au cours primaire, connaît la valeur qu'on doit avoir pour le bien public. Et quand on aura le système démocratique que le blanc nous a donné, facilement, on sera intégré à ce système et ça va suivre. Mais il y a une adéquation entre ce système et les valeurs africaines qui ne sont plus d'actualité, qui sont en train de disparaître. Docteur Raymond Assoba, quand on parle donc de l'introduction de ces valeurs depuis la maternelle, tout le monde pouvait quand même applaudir. Mais quand vous voyez l'élite qui ment, parce qu'il ne faut pas se cacher donc derrière les dénominations, c'est des mensonges. Quand vous suivez un peu l'actualité politique aujourd'hui à travers le monde, vous avez comme l'impression que véritablement ça ne dégage rien de beau. Alors lorsqu'on sait que, Dr Koumoulou l'a évoqué, les réseaux sociaux aujourd'hui s'imposent à la jeunesse africaine, les télévisions ont occupé la place des jeux de divertissement et également les situations d'arbre à palabre par exemple, les situations de contes, de récréation, de sport et autres. Alors que donc ces deux valeurs par exemple, la télévision, les réseaux sociaux, qui sont fréquemment et abondamment animés par nos hommes politiques. Est-ce que véritablement ce qu'ils proposent là peut marcher? Parce que l'enfant ou l'adolescent est beaucoup plus en face de ces réseaux sociaux que dans les autres situations. Je pense que dans le domaine de l'éducation, vous allez découvrir qu'il n'y a pas une autorité pour asseoir les bases de ce que nous avons. Si vous allez chez les Bâtonneaux, au phare, à son répondant, en Bâtonneau, Vaudon se dit boum. Ça veut dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous partageons ces valeurs-là. Et il faut les insérer dans le système éducatif. En fait, c'est à partir de là qu'on peut avoir la plus-value de créativité. Mais nous sommes plombés. En fait, disons que aujourd'hui, nous sommes le résultat de ce que le système capitaliste a voulu. Des sociétés sans repères. L'Africain? Oui, les sociétés africaines sont des sociétés sans repères, qui sont gérées économiquement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire. C'est le PAS qui nous gère. Nous-mêmes, nous n'avons pas une politique de développement. L'industrialisation ne se fait pas. Au Bénin, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'emploi.
Or, sans industrie, on ne peut pas donner du travail à la jeunesse. Et comment résoudre ça s'il n'y a pas une politique nationale d'indépendance? Et tout le monde sait que, et Macron l'a dit en 2019, en passant en 2020, aujourd'hui, la France-Afrique se fait au cas par cas. C'est-à-dire, la France signe des accords avec les chefs d'État pour un certain nombre de choses. Le CFA, il faut maintenir le CFA. Les États n'ont pas le droit de s'industrialiser. Les États ne peuvent pas développer et exploiter les richesses nationales en dehors des intérêts de la France. Les produits qui doivent être vendus sont des produits des sociétés françaises. Et puis de l'autre côté encore, vous voyez, quand il y a récession en France, le chef d'État met les chefs d'entreprise dans son avion, il part dans les pays pour signer des contrats. C'est ce que nous vivons. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au Bénin quand même, il faut dire qu'il y a la gouvernance endogène. Les chefs, les rois, les têtes couronnées qui s'organisent et qui reprennent le contrôle dans leurs différentes régions sur l'éducation d'une certaine manière d'une frange de la population. Et ce travail-là, les citoyens se retrouvent dedans et vous allez voir que, vous voyez, le roi Sosa d'Agoué, ce qu'il fait pour, par exemple, distribuer, bien sûr, distribuer cash-nez, il donne il distribue aussi des éléments de se laver les mains, etc. Vous voyez le citramitrab. Donc, vous voyez, il y a un travail de réorganisation interne qui va mener à ceci. Moi, ce que j'entrevois, parce que tu sais que je suis un penseur, c'est que il faut retourner le pouvoir politique au roi, au chef de terre. Il faut leur retourner ça. Et on a les grands centres de pouvoir endogènes. Pobé, Sakété, Savé, Niki, vous avez le Dahomey, et vous avez Alada et autres dans le Mono, vous avez Azové, d'accord, Azové, chez les et Lokosa, chez les Kotafon et autres. Et maintenant, nous qui avons été à l'école là, il faut nous laisser un système pour gérer en fait le rapport avec l'extérieur. Parce que je suis arrivé à cette conclusion-ci. L'élection d'un chef d'État ne garantit pas que ce chef d'État a les compétences pour développer le pays. Parce que le chef d'État véhicule des modèles qui ne sont pas ceux du peuple. Le chef d'État est prisonnier de la France-Afrique. Vous voyez. Et ce qui est malmené, c'est la population. C'est la population, c'est la dynamique sociale. Il faut donc qu'on aille maintenant à nous inspirer du capitalisme. Le capitalisme, premièrement, il promeut celui qui conteste. Ensuite, le capitalisme crée des écoles, des centres d'études, des expériences pour créer de nouvelles structures d'organisation pour performer l'ancrage de la politique utilisée au service du bonheur du peuple. Voyez. Vous pensez donc que donner le pouvoir à la chefferie traditionnelle peut redonner pas traditionnel, parce que traditionnel est péjoratif. Alors, quand ça revient donc à l'endogénéité, la gouvernance, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'est à ça que je voulais répondre en disant que je ne suis pas de cet avis. Parce que quand je parle de valeurs africaines, j'ai précisé que je parle des valeurs morales. Et ce sont des valeurs universelles. Lorsqu'un enfant est bien éduqué, je laisse même ce débat de côté, culture et tout le reste. Un enfant qui est bien éduqué, ce n'est pas tous les politiciens qui volent. Il y a certains qui sont intègres. Et si vous retournez dans leur passé, vous allez voir qu'ils ont eu des parents, ils ont eu peut-être un parcours moral ou religieux qui leur impose un certain nombre de règles. Et ça ne dépend pas de la culture. C'est des valeurs morales.
Donc, si vous éduquez des enfants depuis le primaire, la maternelle, quand je parle de l'éducation sur les valeurs, je ne parle pas de notre culture en tant qu'Afrique, mais je parle des cultures, je parle de la culture africaine en tant que valeur morale. Et ce sont des valeurs universelles. Quand vous allez dans n'importe quelle société, vous allez voir qu'on éduque les enfants sur un certain nombre de choses. Quand nous allons faire la même chose, c'est pourquoi j'aime les écoles confessionnelles. C'est vrai que parfois elles sont des écoles un peu penchées vers la dictature au niveau des enfants, mais quand vous restez dans une école confessionnelle, et on vous apprend à prier le matin, et il y a des heures où on fait l'éthique, la morale, pour ne pas dire l'évangile et tout le reste. Si on peut éduquer l'enfant sur les valeurs morales, quand il sera grand, comme le dit la Bible, il y a des choses dont il ne va pas se détourner. Mais vous ne pensez pas que les chefs de nos, en tout cas les gardiens de la tradition, par exemple, peuvent passer le même message? Oui, le problème c'est que les gardiens de la tradition vont mélanger le cultuel à ses valeurs morales. Et tant qu'il y aura le cultuel, tant qu'il y aura de l'inconnu mélangé à ces choses, il y aura toujours de la stigmatisation, il y aura toujours des gens qui vont se mettre en marge, qui vont dire « je ne veux pas que mon enfant aille dans cette chose ». Simplement parce que la peur de l'inconnu va repousser le système. Donc, ce qu'il faut, ce qui nous rejoint, ce qui nous unit, c'est les valeurs morales. S'il y a des valeurs morales dans les couvents, faites sortir les enfants et éduquer-les sur ces valeurs morales. Vous n'avez pas besoin d'enfermer les enfants dans les couvents, les faire des scarifications, tout ça là, c'est simplement parce qu'on veut leur inculquer les valeurs morales, etc. Donc, il y a les valeurs morales qui peuvent permettre aux enfants de devenir des adultes intègres demain. Et si nous avons un système démocratique qui n'est pas mauvais et que ce sont les hommes qu'il faut changer, alors à quel niveau il faut changer ces hommes-là? Il faut une éducation morale. Et c'est pour ça que j'interpelle donc les écoles confessionnelles, pour ne pas dire les églises, que les églises fassent un travail donc d'éducation chrétienne ou islamique ou tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que des valeurs morales qui vont amener l'enfant demain à être un adulte intègre, qui puisse gérer la société comme cela se doit. On aura des élections crédibles. On aura un système de gouvernance, la redevabilité, tout sera crédible. Mais tant qu'il y aura des gens qui ne seront pas éduqués à la base, quel que soit le système, quelle que soit la culture, revenue aux racines, tant que l'homme ne sera pas changé, même si on donne le système démocratique des Blancs, on ne va pas se comporter comme les Blancs. Il y aura toujours des casses. Alors, Dr. Raymond Assoba, il y a toujours les questions de droits humains qui se posent lorsque vous privez un enfant du système éducatif qui devrait quand même se retrouver à l'école, vous le mettez dans un couvent, les scarifications. Tout le monde n'a pas besoin donc qu'on blesse sa peau, mais on le fait au nom donc des valeurs endogènes, des valeurs qui sont propres à l'Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que aussi ça participe donc à la violation des droits de l'autre? Mais non, pas du tout. Ah bon? Il parle des valeurs morales. Oui. Les valeurs morales, les enfants connaissent ces valeurs morales déjà à 6 ans. Ne pas voler. Mais ils volent quand même. Mais dans l'administration, le Joseph Fundou, il a montré que il était membre, Fundou, il a montré qu'il était membre responsable de la cellule de passation des marchés publics au ministère de la Santé en 2008. D'accord? Il a eu à gérer un marché de gré à gré, d'accord, de 5 milliards, mais son ministre est passé derrière lui pour accorder le marché là à un blanc, sans passer par, qui n'a pas soumissionné. Et mieux, on l'a fait passer pour quelqu'un qui fait de la prévarication. Et finalement, il a démissionné. Et il explique dans ce livre, quand tu t'en iras, comment est-ce que l'éducation qu'il a reçue dans sa famille, l'éducation que lui a donnée son papa, c'est cette éducation c'est un gars de saveur, c'est cette éducation-là qui lui a permis d'acquérir ce qu'on appelle l'éthique, pas la morale, l'éthique, l'éthos. Ce sont des principes. Et ces principes-là sont coulés dans le matériel de la culture, dans le matériel environnemental, géographique, émotionnel, psychique. Donc, ceci dit, il ne s'agit pas de l'Église, non. L'Église n'est pas un repère pour l'éducation des enfants. Parce que d'abord,
nous sommes de cette terre-ci. Et si cette terre-ci, c'est l'éducation vaudou. Il faut l'accepter. Est-ce qu'on a besoin de scarifier l'enfant aujourd'hui? Bien sûr, parce que c'est des marques identitaires. C'est des marques identitaires qui servent justement, qui ne se font pas n'importe comment. Aujourd'hui, les Occidentaux même cherchent à faire ces scarifications. Ils font plein de tatouages. Et le 10 janvier, regarde tous les Blancs, toutes les Blanches qui viennent danser vaudou, etc. ici. Il faut dire que la pensée vaudou a servi au temps romain pour structurer un empire. Vous allez à Savè, vous allez à Kétou, vous allez à Niki, vous allez sur tous ces territoires-ci, ce sont les vaudous qui ont servi à éduquer les enfants, leur inculquer le patriotisme. Au contraire, l'Église veut qu'on laisse tomber la culture pour adopter la culture des Juifs. Vous voyez un peu, Jésus n'est pas l'ancêtre du Béninois. Mahomet n'est pas l'ancêtre du Béninois. Vous comprenez? C'est Wegbadia qui est l'ancêtre du Béninois, qui a structuré un empire et qui est un modèle politique, un modèle d'entrepreneuriat. Mais c'est ce qu'il faut donner à voir aux enfants. Mais si vous allez prendre Jésus, Joseph et autres qui ne connaissent pas, ils connaissent à travers les images. Mais vous allez avoir quel type d'individu? Vous allez avoir un ballot, un falot, c'est-à-dire quelqu'un justement que les réseaux sociaux et la télévision vont transformer en consommateur. Parce que aujourd'hui là, quelle est la plus-value du Béninois au plan mondial, même au plan national? Vous voyez, la créativité n'est pas stimulée. Vous comprenez un peu. Or, on découvre qu'un Bokono qui fait 21 ans pour être Bokono, il a appris le Fa. Et à partir du Fa, il connaît la biologie, il connaît la géographie, il connaît les sciences naturelles, il connaît les mathématiques, il connaît la physique-chimie. Le vaudou sait comment transformer, vous voyez, et l'énergie pour en faire des choses. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et le 3e millénaire, c'est à partir de là que nous pouvons nous organiser. Nous ne disons pas que nous rejetons les valeurs d'emprunt. Non. Allègrement, on va à l'église. Allègrement, on va dans les mosquées. Mais ce qu'on a, surtout, l'éthique, c'est celle de la pensée du vaudou. Et je vous dis toujours... Alors, chacun de vous aura bientôt à peine 1 minute pour conclure cette émission. Docteur Koumoulou, qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter? En fait, on ne va pas s'entendre pendant longtemps sur cet aspect-là. Ce que je dis, et j'ai dit la dernière fois, c'est que l'Afrique ne peut pas revenir à ses racines à 100%. Il y aura le brassage. Si vous voulez revenir aux racines, la première chose qu'il faut nous ôter, c'est la langue. La langue que nous parlons ici, c'est le français. Ça véhicule la culture du blanc. Nous demander, dans les 40 langues que nous avons au Bénin, de choisir une, de mettre ça en code, de transcrire ça dans un dictionnaire, de changer tous les documents, etc., sachant la puissance de l'ethnie, quelle ethnie va laisser l'autre la dominer avec sa langue. Il y a des choses qu'il ne faut plus imaginer. Il faut être réaliste. Par rapport aux racines, je suis d'accord avec l'éthique. Si je parle de morale, l'éthique, pour moi, c'est des synonymes. C'est-à-dire que les valeurs morales, le bien, le fait d'aimer son prochain, de respecter le bien public, etc. C'est de ça que je parle. Et ça, je dis qu'on a besoin d'une éducation. Et ce n'est pas seulement l'école. Soit on peut prendre ces valeurs et les insérer dans le système éducatif, mais ce n'est pas seulement l'école, la maison. Et cette éducation, je dis qu'elle est en train de disparaître. C'est pour cela qu'on a un bon système démocratique, mais l'accompagnement qu'il faut, c'est les hommes modifiés, changés, nouveaux, avec des valeurs morales, éthiques qui puissent accompagner ce système. Et c'est ça que nous n'avons pas. Maintenant, si on s'accroche
aux valeurs endogènes pour dire on doit revenir aux racines avant le développement. Je vous dis, on a 42% de chrétiens, 21% de musulmans et 6% d'animistes. Il serait difficile, voire impossible, de revenir et de forcer tout le monde à retourner au couvent pour apprendre le fa, etc. avant le développement. Prenez ce que le blanc vous a donné, insérez les valeurs morales, apprenez aux gens à respecter le bien public, à respecter les choses. Et je crois qu'on peut s'en sortir. Alors, Dr. Raymond Sogba. Merci bien. Je pense que la problématique de ce débat, c'est comment utiliser la raison pour affronter la ruse de la raison capitaliste. C'est de ça qu'il s'agit. En tant qu'intellectuel, c'est de penser notre société, c'est de penser nos expériences, c'est de capitaliser la somme des déceptions, d'accord, et d'aller à une réorganisation sociale qui mette en avant les institutions de nos tchawamo culturels. Et donc, à partir de ce moment, je pense que cela nous coûtera moins. Cela va nous mettre à l'abri de l'endettement et du surendettement. Et cela nous donnera la responsabilité de financer nos existences. Je ne dis pas notre existence, nos existences, parce qu'il faut libérer maintenant les langues nationales. D'accord? Le français ne peut pas être une langue de travail, parce que le français, comme je vous dis, ne peut pas dire vaudou. Le français ne peut pas dire guélédé. Vous voyez, l'anglais non plus. Donc, il faut libérer toutes les langues. Il ne faut pas parler de patois. Ça, c'est passé. De langues vernaculaires, non. Nous avons des langues nationales. D'accord? Il faut les libérer. Il faut géographie et ciser, je vais dire, et l'éducation, pour que chaque région puisse donner l'éducation de la culture régionale aux enfants. Si nous le faisons, nous allons échapper au centralisme, en fait, qui est celui de l'État par lequel, justement, nous sommes instrumentalisés. Voilà ce que... Nous sommes instrumentalisés africains, c'est vrai, mais lorsque le débat rentre sur le terrain religieux, il y a toujours des divergences, mais ce qui est sûr, le terrain d'entente, c'est les valeurs morales que tout le monde partage unanimement. Merci donc à vous, Dr. Raymond Sogba, chercheur, enseignant donc à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également maître de conférence des universités du CAMES. Dr. Luc Koumolou, enseignant-chercheur également des universités, militant actif de restauration de l'excellence, de l'éthique et des valeurs citoyennes. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro consacré donc à l'institutionnalisation des valeurs africaines. Merci pour vos commentaires. À très bientôt sur SICA.